Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir au séminaire Bruno Cochelin, qui est professeur des universités à École centrale Marseille. Moi, je connais Bruno, enfin, en fait, Bruno a fait sa thèse sur le flambage des plaques avec Potier-Ferry, Michel Potier-Ferry, début des années 90. Et il est notamment un des développeurs avec Michel et Noureddine Tamid de la méthode asymptotique numérique, qui est une méthode de continuation. C'est comme un Newton-Raphson à un ordre très élevé. Et c'est comme ça que j'ai connu les travaux de Bruno. Et Bruno, c'est un des développeurs de MANLab, qui est un logiciel de continuation sous MATLAB, qui utilise la MAN, la méthode asymptotique numérique. Et j'ai eu l'occasion de développer dans cet outil. Voilà, c'est comme ça que je connais notamment Bruno. Et aujourd'hui, Bruno, il va nous parler plus spécifiquement de modes linéaires, non linéaires. Comment est-ce qu'on calcule numériquement les modes non linéaires? Et je pense que ça va aussi parler de MAN, je dirais. Voilà, merci Bruno d'avoir accepté notre invitation et puis c'est à toi. Eh bien, merci pour ces quelques mots. Merci à l'Institut d'Alembert de m'avoir proposé de faire ce séminaire. Comme on se le rappelait il y a quelques instants avec Patrick, séminaire qui a été reporté au moins déjà 2 fois et fait aujourd'hui en distanciel, bon, ben, compte tenu des conditions. Alors, je vais passer directement en partageant mon écran ici à mon propos. Tu vas me dire, Arnaud, si c'est bien conforme. C'est bon, C'est on voit bon? tout. Et puis j'ai oublié de dire, pour que ça soit parfois par Zoom, c'est un peu compliqué. Hein, si jamais Bruno nous disait, si vous voulez l'interrompre ou vous poser des questions, n'hésitez pas. La règle, c'est juste on ferme son micro et quand on prend la parole, ben, on l'ouvre, sinon on ne vous entend pas. Voilà. Merci Bruno. C'est Voilà, bon. donc le titre a été mentionné, hein, mode de vibration non linéaire pour les structures élastiques. Donc, et puis, j'ai mis dessous là, quelques collaborateurs, hein, internes au labo et certains externes, qui ont participé à ce travail. Alors, en guise d'introduction, ben, je vais d'abord rappeler un petit peu les analyses linéaires. Hein, quand on est dynamicien des structures et qu'on fait des analyses linéaires, on résout des systèmes MCK. Et puis, on utilise des concepts clés qui sont bien entendu que tout le monde connaît, la notion de mode linéaire avec une pulsation propre et une déformée modale, solution d'un problème aux valeurs propres. Et puis, on va utiliser ces modes comme une base de décomposition pour résoudre notre système. En fait, quand on est dynamicien, une fois qu'on connaît les masses modales, les raideurs modales, les amortissements modaux, eh bien, on a déjà une bonne idée de ce qui va pouvoir se passer en dynamique. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut étendre ces concepts-là lorsqu'on a des non-linéarités dans le système, hein, soit des non-linéarités géométriques, matérielles, enfin, bref. Alors, bien, la réponse, elle est oui, en partie, on peut étendre un certain nombre de choses, notamment la notion de mode non linéaire peut être étendue, au moins pour les systèmes réguliers. Par contre, bien évidemment, il faut oublier tout de suite la superposition modale, puisque malheureusement en non linéaire, la somme de deux solutions n'est plus une solution du système. Alors, si on peut étendre cette notion de mode non linéaire au système non linéaire, quel est l'intérêt, même si on n'a pas la superposition modale? Un peu quand même, ça donne une idée de ce qui va se passer en dynamique. On va avoir une bonne idée de la dépendance en fréquence à l'amplitude. On va avoir une idée des interactions modales qui peuvent se produire entre les modes. Une deuxième motivation, c'est que les réponses forcées vont se produire toujours dans le voisinage des modes non linéaires. Donc, c'est une motivation pour les calculer. Et puis, il y a toujours la question de faire des modèles réduits en non linéaire, en utilisant ces modes non linéaires, qui restent quand même aujourd'hui un problème ouvert. Alors, j'ai supposé que l'auditoire ne serait pas forcément familier avec la notion de mode non linéaire, et donc je vais me permettre de faire quelques rappels sur les modes non linéaires, que les spécialistes me pardonnent, hein, s'ils s'ennuient un petit peu au début. Voilà. Mais je pense que c'est le jeu du séminaire, au moins au début. Donc, je vais redonner quelques définitions, exemples
de modes non linéaires de structure. Dans une deuxième partie, je m'attacherai plutôt à regarder un petit peu comment on calcule ces objets-là. Et puis dans une troisième partie, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau application, extension. Alors je vais démarrer directement avec quelques rappels sur les modes non linéaires en reprenant l'approche Rosenberg. Donc Rosenberg avait dans les années 60, dans une certaine collection de papiers, proposé un certain nombre de choses autour des modes non linéaires. Il n'était pas le seul, et ni le premier d'ailleurs, mais dans la communauté, ces papiers font référence, et peut-être parce qu'il avait bien expliqué les choses. Alors il avait considéré, Rosenberg, des masses concentrées avec des ressorts non linéaires et des non-linéarités purement impaires. J'ai rappelé ici le système d'équations. Et puis en suivant les travaux de Lyapunov, qui avait démontré qu'il existait des solutions périodiques au voisinage des points d'équilibre stables, Rosenberg définit les modes non linéaires comme des vibrations à l'unisson. Vibration à l'unisson, ça veut dire des mouvements périodiques synchrones où toutes les masses vont atteindre leur position extrême en même temps, passer par zéro en même temps. Et Rosenberg avait même donné dans ses papiers une méthode pour calculer ce qu'il avait appelé les lignes modales, donc la trace de ces solutions périodiques dans l'espace des configurations. Alors j'ai rappelé là les équations, mais aujourd'hui c'est complètement désuet d'aller calculer un mode non linéaire en utilisant ça. Ça c'est plus pour faire un rappel historique. Alors, je vais illustrer ça sur un exemple très simple en reprenant un modèle, vous le voyez en haut, là, c'est un système de 2 masses et 3 ressorts. C'est celui qu'on utilise chacun en cours, s'il est très simple pour expliquer ce qu'est un mode linéaire. Donc, j'ai rappelé les équations, il y a une matrice de masse identité, une raideur. Moi, je l'utilise en cours, c'est très simple. J'ai rappelé les modes en bas ici. Je vais prendre la souris. Ici, vous avez ici les pulsations propres et puis les modes avec les 2 masses en phase ou en opposition de phase. Et donc, si la façon la plus simple de le rendre non linéaire ici, ça va être de rajouter une non-linéarité cubique ici, c'est-à-dire que le ressort de gauche, ici, on va mettre une réponse avec un ressort de rappel en X3. Eh bien, on va faire ici quelques simulations numériques très simples, des essais de lâcher, c'est-à-dire qu'on va écarter le système d'une position d'équilibre et puis à t égale à 0, on le lâche sans vitesse. Dans un premier temps, je vais faire des écarts avec des petites amplitudes. Vous voyez ici sur mes axes U1, U2, j'ai mis 0,1 comme amplitude. Bon, 0,1 au cube, ça fait 10 moins 3, donc ça veut dire que les effets non linéaires ici vont jouer pour 1% dans les équations, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'effet non linéaire du tout. Et bon, qu'est-ce qu'on constate? Si on prend un point de départ ici qui est à 0,1, 0,1, c'est-à-dire sur le mode 1, eh bien, on va avoir une trajectoire ici qui reste ici sur cette droite-là, correspondant à une vibration sur le mode 1. Si je le prends ici avec en opposition de phase, je vais avoir une vibration sur le mode 2. Et puis, si on prend un point de départ un peu au hasard, en combinant un petit peu les deux modes, eh bien, la trajectoire va gribouiller tout le carré ici, ou tout le rectangle ici. Et là, j'ai une superposition des deux modes. Bon, ça, c'est tout à fait classique. Et en linéaire, il se passe toujours ça. C'est relativement monotone. Il ne peut pas arriver d'autres phénomènes. Si maintenant, sur ce système-là, on passe à grande amplitude, donc là, je prends une amplitude de départ de 2, c'est-à-dire que 2 au cube, ça fait 8. Donc cette fois-ci, on voit que le terme non linéaire ici, il va être à peu près 10 fois plus grand que les termes linéaires, à peu près comme ceci. Eh bien, on voit qu'à partir de ce point-là, qui était un point sur le mode 1 tout à l'heure, eh bien, j'ai une trajectoire qui gribouille pas mal la feuille. Alors là, le bon sens nous dit que finalement, si jamais ce ressort-là, il est un peu plus fort, parce qu'on a une non-linéarité en X3, ce serait peut-être opportun de prendre un déplacement un petit peu moins important sur cette masse-là. C'est ce que j'ai fait ici sur cette simulation-là, où j'ai réduit ici l'amplitude de la masse 1, et on voit que ça gribouille une fenêtre un petit peu plus réduite, et très facilement, en tâtonnement, on va pouvoir trouver une condition initiale ici, bien choisie, de telle façon que ici, maintenant, la trajectoire, ça va être une ligne, c'est-à-dire qu'on va avoir ici un mouvement périodique, bien qu'on soit sur un système non linéaire, on a un mouvement parfaitement périodique synchrone, toutes les masses arrivent au maximum en même temps, repassent par zéro en même temps, l'énergie mécanique
est parfaitement constante le long de cette trajectoire. La différence, c'est que cette fois-ci, la pulsation, la fréquence n'est plus celle du système linéaire. Et une autre constatation aussi, c'est qu'on ne peut plus parler vraiment de déformé modal unique, puisque un mode propre linéaire donnerait ici, dans cet espace-là, U1, U2, une ligne droite. Ici, on a plutôt une ligne courbe. Ça veut dire qu'il y a une évolution de la déformée modale au cours du mouvement. Alors, on a envie maintenant d'en tracer une autre avec peut-être une amplitude plus basse. Là, le bon sens nous dit, je vais reprendre un point de départ sur ma ligne modale, mais un peu plus bas ici. Et si on fait ça, on voit que ça ne marche pas. La trajectoire issue de ce point-là, elle gribouille la feuille ici. Et finalement, le bon point de départ à plus basse amplitude, il est un peu plus décalé vers la droite ici. Et en ayant fait ça, j'ai tracé maintenant une deuxième ligne modale correspondant à un nouveau mouvement périodique, mais à une amplitude plus basse. Bon, avec quelques tâtonnements ici, on arrive à tracer une famille de solutions périodiques comme ceci. Et à toute petite amplitude, on va retrouver ici la ligne droite que j'avais tout à l'heure en linéaire. À grande amplitude, ici, on a des courbes comme ceci. Et Rosenberg donc, a défini un mode non linéaire comme l'ensemble de ces familles de solutions périodiques. Donc, voilà pour la définition de Rosenberg. Alors, Bruno, excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre 2 minutes? Bien sûr. Donc, en fait, si je comprends bien, mode non linéaire, ça veut dire solution périodique de l'équation de la dynamique non linéaire, en fait. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est que tu as un théorème qui dit que, parce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il en existe. On pourrait imaginer qu'il n'existe pas de solution périodique, mais tu dis que tu as un théorème qui dit qu'au voisinage d'un équilibre, il y a toujours des orbites périodiques, en fait. Voilà. Au voisinage d'un équilibre stable, avec des matrices K et M définies positives telles qu'on connaît en mécanique, ayant n modes linéaires, au voisinage de chacun de ces modes-là, il part une famille de solutions périodiques. Ok. Et ça, alors, pour moi, il est dû à Lyapunov 1928, ce théorème. D'accord. Ok. Mais là, voilà, je ne suis pas remonté jusque-là, je suis reparti avec Rosenberg. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à la question. Merci. J'ai une autre question. Oui. Bruno, c'est que tu as montré des modes non linéaires qui sont en oblique positif, mais si tu reviens au mode linéaire de départ, il y avait aussi l'oblique négatif à moins 45 degrés. Oui. Ça a disparu ou? Non, il n'a pas disparu, c'est-à-dire que là, dans ma présentation, je me suis concentré que sur le mode non linéaire 1. Et j'aurais pu faire exactement la même chose pour le mode non linéaire 2. Il y en a un deuxième, oui, j'ai oublié de le dire. Et il n'y a pas un mode non linéaire 3? Là, je suis avec 2 degrés de liberté, non, donc j'en ai que 2. Ça, c'est pas possible. Si, on a tout le temps le même nombre de modes non linéaires que de modes linéaires. C'est ça, voilà. Pour un système tel que on connaît avec donc M et K symétriques, définis positifs, tout ce qui va bien, où on va avoir n modes linéaires, eh bien on va avoir n modes non linéaires, c'est-à-dire n familles de solutions périodiques qui démarrent comme le mode linéaire et puis qui évoluent après en à condition présentant des déformés modales qui évoluent et des fréquences qui évoluent. À condition de rester dans le voisinage de la position d'équilibre, non? Pardon? À condition de rester dans un voisinage de la position d'équilibre. Tout à fait. C'est un théorème qui est local, qui dit que ça démarre comme ça, mais ça ne dit rien de plus. D'accord. On va voir tout à l'heure justement jusqu'où elles existent, ces solutions périodiques. Qu'est-ce qui peut arriver dessus? On le verra tout à l'heure. Vous avez bien fait la référence. Comme ça, oui, Bruno, j'en ai une petite aussi de question. Tu montrais là, quand tu arrivais à une ligne courbe, c'était une solution périodique. Et tu as montré le slide d'avant que tu pouvais avoir la feuille un petit peu gribouillée. Oui. Ça c'est quoi comme genre de solution? C'est quoi? C'est quasi périodique. C'est quoi? Pourquoi c'est pas périodique? Là, on va trouver les 2 modes. Tu vois qu'elle est presque carrée, ma boîte. Là, on va trouver les 2 modes, le mode 1 et le mode 2. Donc, il va y avoir ici une superposition de quasiment de 2 fréquences ici. Ok, d'accord. Donc, pas périodique, tu ne peux pas, c'est pas une fréquence plus ses harmoniques, il y a 2 fréquences non. Okay. Là, il y a vraiment les 2 modes. Il y a vraiment les 2 modes qui vont arriver. C'est-à-dire que les lignes modales ne se dédisent pas les unes des autres. C'est pas la ligne modale à une amplitude, c'est pas je continue cette ligne-là, c'est une autre qui est à côté. Oui, d'accord.
C'est ça ce que ça Ok. veut dire ici. Voilà, la ligne modale de plus petite amplitude, elle est là. Oui, oui, oui. Oui. Il n'y a plus qu'une fréquence. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai représenté, vous avez bien fait de me le dire, le mode non linéaire 1. On aurait pu représenter le mode non linéaire 2. Et alors, pour représenter ces modes-là, les gens vont utiliser à peu près deux outils. Alors, il y a ce qu'on appelle la backbone curve, consiste à, sur un diagramme, mettre ici la pulsation, puisque la pulsation évolue avec l'amplitude des oscillations. Et puis ici, on va mettre justement les amplitudes U1 et U2 des oscillateurs. Et ça permet de tracer des courbes comme ceci. Alors, ici, on part vertical, puisque en linéaire, la pulsation, elle est constante. On part vertical, ici, avec une tangente verticale. Et puis après, on voit qu'en fonction quand on augmente ici l'amplitude des oscillations, U1 et U2 vivent leur vie et évoluent en fonction de la pulsation oméga. Une autre façon assez utilisée par la communauté des modes non linéaires, c'est de faire des diagrammes fréquence-énergie. Alors cette fois-ci, on va mettre, alors là la fréquence, on la met plutôt sur l'axe des ordonnées, et puis en abscisse, on met ici le niveau d'énergie, puisqu'à chaque solution périodique, j'ai dit tout à l'heure, correspond à une énergie mécanique constante, somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc, pour chaque niveau d'énergie vibratoire, ici, on peut tracer cette courbe et on voit l'évolution ici de la fréquence de la solution périodique en fonction du niveau d'énergie. Et puis là, on voit il y a eu des bifurcations avec des branches vers d'autres solutions, puisque comme laisser entendre Patrick, le théorème, il est local, il n'est valable qu'au début, ici, au voisinage de... Voilà. Alors, maintenant, ça, c'était sur des systèmes masse-ressort. Aujourd'hui, on est capable de calculer ça pour des structures élastiques. Là, je vous montre deux modes non linéaires pour une poutre encastrée libre. Donc, à gauche, pour une certaine amplitude, vous voyez qu'on est déjà au-delà de l'amplitude qu'on utiliserait classiquement en HPP, en petite perturbation, puisque là, on a des angles qui commencent. Ce sont des déformés réels, il n'y a pas d'amplification. Donc, la poutre est en bleu comme ceci. En noir, vous avez les positions intermédiaires de la poutre lors de la solution périodique. Et en rouge, vous avez les trajectoires de différents points de la poutre comme ceci. Donc, vous arrivez à voir le mouvement périodique de cette poutre comme ceci. Donc ça, c'est à une certaine amplitude. Là, je suis à 0,89 Hz et puis à un certain niveau d'énergie ici. Et puis là, je suis à un niveau d'énergie 10 fois plus important. On voit que plus on va aller loin, ici, on a une poutre qui se déforme de plus en plus. C'est évidemment, là, on travaille en petite déformation, mais en grand déplacement. On a un modèle non linéaire géométrique complet pour faire ces simulations. Alors, la première fois que j'ai montré ça à Olivier Thomas, il était tout excité de voir ces modes et l'après-midi, avec son collègue, ils ont monté un réglé sur leur table vibrante et ils ont fait vibrer ce réglé-là pour essayer de reproduire expérimentalement le mode 1. Là, on voit que les trajectoires ressemblent tout à fait à ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, de façon à illustrer ici expérimentalement l'existence de ce mode non linéaire 1 à grande amplitude. Là, je vais vous montrer la vidéo. Excuse-moi. Pardon ? Je ne comprends pas bien ce qu'on voyait sur la vidéo. Comment est-ce qu'étaient visualisées les trajectoires là ? Alors, je vais l'arrêter. Le réglé ici, il est là. Tu vois, je le suis avec ma souris. C'est ça le réglé. D'accord. Sur le réglé, il y a eu des petites taches de type X qui ont été mises. Et puis avec l'appareil photo, on voit la trajectoire ici des points. Ok, je comprends. Là, on voit la trajectoire des points. Donc, toi, la position extrême du réglé, c'est celle-là. Ok, merci. Par rapport à ça. C'est clair ? Oui, c'est clair. Merci. Ce qu'on voyait, on était intermédiaire entre ça et ça. On était à peu près intermédiaire comme. D'accord. Comme donc là, Bruno, la preuve qu'un mode existe pour une structure, la poutre encastrée libre, c'est qu'on observe une solution périodique. C'est ça. C'est ça. Si jamais tu prends le mouvement et que tu lui fais sa transformée de Fourier ou autre, tu vois vraiment que c'est une solution périodique avec une fréquence et un. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et plus tu vas. Alors là, j'ai montré simplement une solution périodique. Si on met un signal moins fort sur la table vibrante, eh bien, on va avoir
le mode à plus petite amplitude. Là, on ne voit pas tout le mode, on voit simplement une solution périodique du mode. D'accord? Donc là, je vous ai mis un mode 2 calculé par la méthode dont je vais parler tout à l'heure. Alors, un mode 2 pour une poutre encastrée, on le connaît bien, hein, c'est un mode pour lequel on a un nœud ici et puis un ventre et demi de vibration. Hein. Alors en linéaire, le dernier point de contact, là, il aurait un mouvement ici sur la verticale, hein, et puis on verrait les nœuds. Là, je suis à grande amplitude, donc vous voyez que pour respecter l'inextensibilité ou la presque inextensibilité de la poutre comme ceci, elle se tord comme ceci, et les trajectoires ici des points là qui sont derrière le nœud, ce ne sont plus des droites verticales, mais des espèces de courbes comme ceci. Vous arrivez à voir le mouvement de cette poutre? Ou c'est pas clair? Non, c'est clair. Hein, la notion de nœud de vibration disparaît, puisque ce point-là va bouger au cours du temps, mais on retrouve à peu près la notion de ventre ici, elle continue à persister, au moins au bord de la condition, aux limites. Donc voilà, donc j'en dis pas plus pour l'approche Rosenberg. Je vais passer à l'approche Chaux et Pierre, qui là, eux, dans les années 92-94, ont repris tout le travail, mais l'ont étendu en rajoutant ici de l'amortissement ou des effets gyroscopiques dans le système, et puis en prenant des non-linéarités tout à fait quelconques, hein, pas forcément impaires. Donc on a un système beaucoup plus général qui permet de faire beaucoup plus de choses. Ils se sont placés dans un cadre plus moderne aussi, celui des systèmes dynamiques, hein, y point égale f de y et de lambda. Et là, ils ont utilisé la center manifold théorie, hein, qui permet de définir ces modes comme étant des sous-espaces invariants de l'espace de phase. Alors là encore, ça c'est l'espace de phase, on va dire, hein, l'espace où on va mettre position et vitesse de notre système. Un sous-espace invariant, c'est tout simplement un espace dans lequel, eh bien, si on prend une condition initiale, enfin, et on fait un problème de Cauchy, eh bien, la trajectoire va rester à l'intérieur de sous-espace pour tout le temps. Hein, c'est ça la définition du sous-espace invariant. On sait qu'en linéaire, les modes linéaires sont des sous-espaces invariants plans. Je veux dire par là que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, en linéaire, si on démarre le mouvement sur un mode, eh bien, on va rester sur le mode pendant toute la durée. Donc, dans l'espace des phases ici, les modes linéaires apparaissent comme des plans, comme ceci. Eh bien, quand on rajoute ici des non-linéarités, ce plan va se déformer, va devenir un sous-espace courbe ici dans l'espace de phase. Et donc, Chaux et Pierre ont défini les modes non linéaires comme étant des sous-espaces invariants de l'espace de phase qui sont tangents au mode linéaire plan en chacun des points d'équilibre. C'est ça la définition de Chaux et Pierre. Alors, si on regarde sur notre petit système, là, je l'ai réécrit en coordonnées modales en appelant Q1 et Q2 les coordonnées modales de notre système, hein, qui sont tout simplement la somme et la différence des déplacements de tout à l'heure. On va appeler P1 et P2 les vitesses. À l'ordre 1, le système il s'écrit comme ceci, hein, y point égale une matrice linéaire fois y, plus là ici les termes non linéaires. Le système, on peut le décomposer en deux parties, il y a pour le mode 1, pour le mode 2. Là, ici, j'ai mis les trajectoires que l'on obtient si on prend une condition initiale sur le mode 1, par exemple, et bien dans le plan Q1, P1, hein, ça, ce sont les coordonnées modales. On va obtenir classiquement des trajectoires circulaires comme ceci. Et puis à droite, j'ai mis plutôt dans l'espace physique, hein, des déplacements U1, U2 des deux masses, et puis la vitesse V1 ici. Mais on voit le plan avec trois trajectoires ici. Vous voyez qu'on est à 0,1, donc ça, ce sont des trajectoires à petite amplitude. On est dans le cas linéaire comme tout à l'heure, et cette fois-ci, eh bien, ces trajectoires définissent un plan dans le sous-espace, dans l'espace des phases. Et si maintenant, comme tout à l'heure, au lieu de 0,1, on va à des grandes amplitudes de 2, eh bien, ce sous-espace, ça devient une surface courbe comme ceci. Alors, on peut s'en donner une idée comme ceci. Si le système est non amorti, eh bien, ce sous-espace invariant de dimension 2, on peut l'engendrer en le remplissant, hein, par une
par des solutions périodiques. Ici, il est peuplé de solutions périodiques, ce sous-espace-là. Et puis, dans le cas où il y a de l'amortissement, si on rajoute par exemple un tout petit peu d'amortissement dans le système, le sous-espace va très très peu changer, mais par contre, là, les trajectoires vont spiraler, soit revenir à zéro si on a mis un vrai amortissement, soit au contraire s'écarter de zéro si c'est un amortissement négatif. Donc là, ça nous a fait une extension élégante des travaux de Rosenberg, avec application au cas conservatif ou non conservatif. Et puis, ça nous conforte sur l'idée que une stratégie de calcul pour aller choper, pour aller prendre ces objets-là, c'est d'aller faire de la continuation numérique des orbites périodiques, c'est-à-dire des solutions périodiques ici qui démarrent le long du mode linéaire. Bruno, oui. J'ai une question. Donc là, tu es en dimension 4, tu as un système dynamique, tu as un espace des phases de dimension 4. Donc chacun des modes linéaires était une variété linéaire de dimension 2 et tes modes non linéaires, c'est aussi des variétés invariantes de dimension 2. Et ce sera le cas si tu avais un troisième wagonnet, c'est-à-dire que si tu étais dans un espace des phases de dimension 6, tu aurais, c'est aussi redivisé en 3 variétés non linéaires, dimension chacune 2. de dimension 2. Tout à fait. C'est exactement comme ça que ça se passe. D'accord, merci. Voilà. Et donc, donc cette définition elle est plus générale et elle nous conforte à utiliser donc continuation d'orbite périodique pour aller calculer ces modes-là, puisque là, à ce moment-là, on va pouvoir le faire, pour aller calculer ces sous-espaces invariants, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Là, c'est plus compliqué, puisqu'il on peut pas vraiment, faut pas faire de la continuation de courbes ici, de solutions périodiques, il faut faire de la continuation de sous-espaces invariants de dimension 2. C'est un petit peu plus, un peu plus compliqué à faire. Alors, je redonne d'autres exemples. En fait, j'ai ponctué mon discours avec un certain nombre d'exemples. Là, j'ai maillé une poutre circulaire et je montre ici son mode non linéaire pour une amplitude qui est plus tout à fait une petite amplitude, hein, et puis un niveau d'énergie qui est à 6. Et si on va à 10 fois le niveau d'énergie, eh bien, vous avez là la solution périodique de cette poutre circulaire à grande amplitude, comme ceci. Alors là, bon, on est en distanciel, je ne peux pas, mais d'habitude, j'amène une chambre à air de vélo et en la gonflant à la bonne pression, vous l'attrapez par la valve et puis vous la secouez de bas en haut et on arrive très très facilement, on arrive très très bien à visualiser cette forme de 8 sur la chambre à air quand on la secoue de façon un petit peu intensive. Une fois de plus, on voit que donc la réponse forcée du système va se trouver au voisinage immédiat du mode non linéaire qui est là calculé comme ensemble de solutions périodiques. Bon, un autre exemple. J'ai une petite. C'est peut-être la suite de ton exposé en fait, mais pour les obtenir en fait, ce que tu nous montres. Oui. Peut-être tu vas nous montrer la continuation, mais comment est-ce qu'on pourrait faire de manière assez brutale? On essaye plein de conditions initiales. Certaines ne donnent pas des solutions périodiques et tout d'un coup, on tombe sur une solution périodique. Je vais pouvoir répondre à ta question tout à l'heure sur le transparent quand je vais démarrer la partie. Ok. Hein. Bon, ça c'est une poutre en T. Donc on voit qu'au début, à petite amplitude, la barre du haut, là, elle a un mouvement de solide rigide pur. Puis quand on va à plus grande amplitude, elle va commencer, elle aussi, dans les accélérations, elle se tord. Donc là, on a une amplitude un peu plus importante. Là, encore plus importante. Et puis là, je me suis arrêté au moment où la barre du haut commence à toucher la barre du bas. Alors, Olivier Thomas m'avait promis qu'il montrait un double réglé et qu'il se secourait sur sa table. J'attends toujours le résultat pour voir si ça c'est réaliste et si on arrive à retrouver ça un petit peu expérimentalement. Ou voilà. Bon. Mais voilà, pour l'instant, le problème reste ouvert. Mais voilà ce que donne la simulation. Alors, je vais en venir maintenant. Pas encore aux méthodes. Là, tout ce que j'ai montré, ça paraissait facile, mais en fait, il y a des difficultés dans tout ça. Je vais en parler un tout petit peu en revenant sur le mode 2, ici, de la poutre, hein, notre poutre encastrée libre. Donc voilà, son mode 2 à petite amplitude comme ceci. Là, ici, vous avez le détail d'une photo prise en expérimentation. Et là, on voit encore, là, ce sont les trajectoires
des points sur la poutre. Là, on était au voisinage du ventre, du nœud qu'on a en linéaire. Ça, c'est un détail. Alors, ça, en fait, c'est un zoom de cette partie-là où il y a le nœud de vibration en linéaire. Ça, c'est le calcul. Et on voit qu'on a une très bonne correspondance entre le calcul et les essais. Et quand on pousse ici le calcul, eh bien, on se trouve embêté par le fait que sur cette courbe fréquence-énergie, il y a plein de bifurcations qui apparaissent, de nouvelles solutions. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu pourquoi. Eh bien, si on regarde ici les fréquences propres de la poutre encastrée libre, donc la première à 5, la deuxième est à 35, et puis on a toutes les autres, mode 3 et ainsi de suite, on se rend compte que le mode 2 non linéaire, il est mollissant, c'est-à-dire que la fréquence diminue avec l'amplitude du mouvement. Et on peut faire la remarque que les modes suivants, par exemple le mode 3, si je le divise par 3, on va avoir une première fréquence à 33 Hz là, qui est juste en dessous des 35. Le mode 5, si je le divise par 11, j'obtiens 32, qui est proche aussi de ça. Ou le mode 8, si je le divise par 36, j'obtiens ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand ici, on calcule ces solutions périodiques, lorsque la fréquence du mode 2 diminue, elle va croiser ces fréquences-là. La première qu'elle va croiser, notamment, c'est celle-ci. Et eh bien, on peut comprendre que dans ce mouvement périodique, il y a des harmoniques. Et l'harmonique, par exemple, l'harmonique 11 ici du mouvement, ici, quand il y aura coïncidence des fréquences, va pouvoir exciter le mode 5. Et on se retrouve avec des mouvements relativement compliqués où il y a une superposition des déformés modales. Et ça fait des espèces de mouvements pas très jolis. Et puis surtout qu'on ne retrouve pas d'un point de vue expérimental. On n'a jamais vu ça en secouant la poutre. Et ce qui est très frustrant pour le numéricien, c'est que quand on maille de plus en plus fin la poutre ou quand on utilise un plus grand nombre d'harmoniques dans les calculs, eh bien, plus il y en a de ce genre de bifurcation ici. Et autre chose très désagréable d'un point de vue numérique, autant la courbe là, la backbone curve, celle-là, elle est très stable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dépendre du nombre d'éléments, du nombre d'harmoniques. Par contre, les branches qui partent de droite et de gauche par bifurcation ici, eh bien, là, ça dépend, c'est sensible au maillage, c'est sensible au nombre d'harmoniques. Donc, c'est une difficulté non négligeable quand on calcule des modes non linéaires, non amortis. Il y a plein de possibilités d'interaction avec les autres modes. Donc, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Enfin, un tout petit, mais je vois que j'avance pas du tout assez vite, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais encore plus de t'empêcher d'avancer, mais non, mais c'est non, mais vraiment c'est pas très grave. intéressant. Le temps de discuter de. Bon, après, ça se trouve, oui. Tu dis, on les voit pas quand on secoue la poutre expérimentalement. Tu as une petite idée de pourquoi, en fait, Alors, ce qui se passe, dans la vraie vie. Oui, le modèle ici, il suppose que on a mis dans le modèle les effets d'inertie, les effets de raideur. Il n'y a pas d'amortissement du tout. Dans la vraie vie, il y a toujours de l'amortissement. Alors, l'amortissement va faire disparaître la plupart de ces possibilités d'interaction. Alors, par exemple, tu vois que si celle-là, là, qui apparaît en divisant oméga 8 par 36, si je n'ai pas mis des harmoniques jusqu'à 36, je ne l'aurai pas. Donc déjà, ça dépend du nombre d'harmoniques qui a été mises. Et puis, si on met un petit peu d'amortissement, on sait que l'amortissement va tuer les pics de résonance et ça va complètement tuer ici toutes les possibilités de bifurcation. Oui, d'accord. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui cherchent à calculer ça en mettant un petit peu d'amortissement. Mais si on met un petit peu d'amortissement, il n'y a plus de solution périodique. Il faut rajouter un moteur. Donc, on va rajouter un petit forçage. Donc, on va partir sur des solutions forcées qui sont voisines de ces solutions-là. Mais là encore, le diagramme de réponse forcée, il va être très dépendant de l'amortissement qu'on met et des petites forces que l'on met. Donc, ça reste quelque chose qui, une fois de plus, pour les bifurcations, hein, pas pour la backbone, elle est bien identifiée. Hein. D'accord. Il y a une question que tu n'as pas évoquée, Bruno, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Quand tu as parlé de l'existence d'orbites périodiques au voisinage d'un équilibre stable,
on n'a pas parlé de l'éventuelle stabilité ou instabilité de ces orbites périodiques. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir des modes non linéaires instables? Alors, il démarre si la solution. Alors, je dirais, mais je réfléchis un peu à voix haute. Si la solution d'équilibre est stable, Oui. les modes non linéaires vont démarrer de façon stable, eux aussi. D'accord. Mais très vite, la stabilité peut être interrompue par un événement type une bifurcation, par exemple. Très, très vite. D'accord. Donc, Et là, il ne peut pas y avoir d'apparition d'instabilité dans les exemples que tu montrais. Là, est-ce que ça peut pas être lié à des déstabilisations quelque part d'orbites périodiques? J'en sais rien. Ben, si, quelque part. Enfin, là, ce que j'ai montré, ce sont des croisements d'orbites périodiques. Il y a des orbites périodiques qui se croisent, qui connectent en fait les modes non linéaires. Je n'ai pas préparé d'exemple pour cet exposé-là, mais on peut très facilement, j'en reviens à mon petit exemple de tout à l'heure où on avait vu un mode non linéaire 1, un mode non linéaire 2. Il y a des branches de solutions périodiques qui connectent le mode non linéaire 1 avec le mode non linéaire 2. Et sur cette branche, eh bien, on a une espèce de combinaison des deux modes et on passe continuellement d'un mode à l'autre. Donc, il peut y avoir effectivement des choses relativement compliquées, mais ça peut arriver très vite. Selon les, là, je vous ai montré des exemples, le T ou le O, ou le mode 1 de la poutre. Là, on n'a pas de bifurcation parce que la dépendance à la fréquence est faible. La fréquence évolue peu, et donc le croisement avec d'autres modes, eh bien, ne se produit pas trop. Par contre, dès que le système a une évolution en fréquence importante, il va y avoir plein de croisements possibles et plein d'interactions possibles avec d'autres modes. Ok, merci. Alors, quelques mots sur les modes non linéaires et réponses forcées. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un système comme ceci, le mode non linéaire dans cet espace-là, fréquence, amplitude, eh bien, ça va être cette courbe-là, qui part avec une tangente ici verticale et qui va correspondre aux familles de solutions périodiques sans amortissement, sans forçage. Et quand on fait des réponses forcées, en rajoutant un peu de force et un peu d'amortissement, eh bien, on a les pics de résonance. Et ces pics de résonance viennent ici toujours lécher la backbone curve ici. On est toujours au voisinage comme ceci de cette courbe-là. Donc ça, pour un système régulier. Là, j'ai pris un système à vibro-impact comme ceci, où là, on a le mode linéaire, tant qu'il n'y a pas eu de contact, on est parfaitement linéaire et c'est vertical. Et puis, à partir du moment où l'amplitude des vibrations ici devient suffisante pour venir taper sur le mur, eh bien, la courbe part ici sur la droite, comme ceci, se déforme. Donc ça, c'est le mode non linéaire. Et les réponses forcées qui sont calculées ici, les pics de résonance viennent ici se mettre de part et d'autre de ce mode non linéaire. Et donc, c'est l'affirmation que je disais tout à l'heure, les réponses forcées se font toujours au voisinage des modes non linéaires. Si maintenant, puisque... alors, attendez, je suis perturbé là par un truc. Si maintenant, sur ce mode non linéaire, il y a une bifurcation, une nouvelle solution qui apparaît, les réponses forcées vont en faire de même. Elles vont suivre ça. Alors, je vous présente là une réponse forcée. Là, on est sur le troisième mode de la poutre. Vous voyez le mode à grande amplitude ici. Enfin, la déformée de la poutre. On n'est pas sur un mode puisqu'on est sur une réponse forcée comme ceci. On devine ici un premier ventre, un deuxième ventre ici, puis là un demi-ventre, et puis les deux nœuds ici. Et comme on est à grande amplitude, vous voyez que ici, le bout de poutre, il a une amplitude importante. Et puis là, ça fait des 8. La forme ici, ça fait des 8. Parce qu'à cause du forçage, il y a un déphasage entre le mouvement vertical et le mouvement horizontal. Et ici, ça c'est spécifique. À chaque fois qu'on fait des réponses forcées sur ces structures-là, eh bien ici, on a des réponses plutôt en forme de 8, alors que pour le mode, on a parfaitement ici une ligne comme ceci. Alors, tout à l'heure, je ne vous avais pas alerté dessus. Mais si on regarde cette vidéo, ça, ce n'est pas un mode, c'est une réponse forcée finalement. Et si vous voyez, si je prends une image, ici, on voit très bien que la position extrême, ici,
là, on a une boucle comme ceci. Et en fait, ce ne sont pas des trajectoires sur des lignes. Et ici, on a bien un 8 aussi qui est réalisé sur la poutre, ce qui nous montre que ici, c'était bien une réponse forcée qu'on avait eue, mais pas un mode non linéaire. Bon, voilà pour cette première présentation des modes. Alors, j'ai mis le double de temps de ce que j'aurais pensé. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Le but étant de discuter. Je vais un petit peu peut-être parler du calcul de ces modes non linéaires en allant peut-être assez vite et après quand même parler un peu des applications et des extensions. Alors, pour le calcul des modes non linéaires, il y a plusieurs techniques. La première chose, c'est de se dire, ce sont des solutions périodiques. Je vais utiliser de l'intégration temporelle. Alors, comme tu l'as suggéré, Arnaud, en essayant de trouver la bonne condition initiale qui va me faire… Ça s'appelle la méthode de shooting. On choisit des conditions initiales, on fait de l'intégration et puis on corrige le point de départ pour avoir une orbite périodique. Il y a mieux que ça, par exemple, c'est de prendre non pas seulement le point de départ, mais prendre tous les instants comme inconnus et puis chercher globalement l'orbite périodique, ça c'est plus stable. Ça fait des plus gros systèmes, mais ça marche mieux. Alors ça, on l'a testé, ça fonctionne. On peut aussi également faire des formulations variationnelles du problème et partir sur une méthode de résidu pondéré, on va mettre ici notre équation de la dynamique classiquement, multipliée par des fonctions test, et puis se donner le loisir que pour les fonctions inconnues, prendre une base de décomposition ici, et puis pour les fonctions test, une autre base de décomposition. Et ça nous donne ici une famille de méthodes. Alors si on prend Fourier pour chacun, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'équilibrage harmonique. À ce moment-là, on a le mouvement qui est décrit par des séries de Fourier, et puis la projection des équations, c'est également Fourier. On peut également prendre du polynôme ici pour nos inconnus, et puis prendre du Dirac au point de Gauss. Ça fait de la colocation orthogonale. Alors, c'est ce qui est utilisé dans les logiciels Auto et MATCOMP pour les solutions périodiques, par exemple. On peut prendre du Fourier et du Dirac, c'est ce que les gens appellent la trigonométrie de colocation. Et puis, il y a encore des méthodes qu'on appelle les AFT. Là. Bon, ça, c'est surtout pour les systèmes où on a beaucoup d'équations linéaires pour un système mécanique, par exemple, et puis quelques équations seulement non linéaires en quelques points, où là, eh bien, il est assez commode d'aller faire du Fourier pour la partie linéaire et plutôt du temporel pour la partie non linéaire. Voilà. Bon. On les a testées un peu toutes ces méthodes-là. Moi, il se trouve que j'ai un petit faible pour celle-là, pour la méthode d'équilibrage harmonique. Utiliser des séries de Fourier pour tout, ça marche bien, ça converge très vite. Là, tous les modes que j'ai montrés, ça a été fait avec cette technique-là. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'harmoniques. Seul point négatif, dès qu'on a des conditions de contact, ça, tout le monde peut s'en douter, une série de Fourier, quand on a des choses pas très continues, avec des variations brutales, ça marche pas très bien. Il faut beaucoup de termes. On est obligé de mettre des fois 100 harmoniques, 200 harmoniques pour avoir les solutions. Est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Bon, mais si on n'a pas de discontinuité, vraiment, ça marche très bien. Et puis là aussi, il y a des gens qui se sont attaqués à aller calculer les sous-espaces invariants de dimension 2. Hein. J'ai enlevé toutes les références. Mais là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, les résultats ne sont pas hyper satisfaisants. Alors, pour tous les détails, je renvoie au GDR d'Inoline que Claude Lamarck là, avait piloté à Lyon. Et sur le site de d'Inoline, on trouve tous les résultats. Ainsi que je renvoie un papier de revue que j'ai eu le plaisir d'écrire avec mes collègues de Liège, la Renson et Kirchen, pour décrire à peu près tout ce qu'on peut faire, enfin, une partie de ce qu'on peut faire pour le calcul des modes non linéaires. Je vais essayer d'aller assez vite pour dire ce qu'on fait nous ici à Marseille. Donc les deux mots-clés, c'est continuation de solutions périodiques. Pour la continuation, Arnaud l'a rappelé, moi j'ai beaucoup travaillé dans ma jeunesse sur la méthode asymptotique numérique. Qu'est-ce que c'est que cette méthode-là? C'est tout simplement de faire de la continuation en utilisant des séries de Taylor à l'ordre élevé, c'est-à-dire qu'on construit point par point nos solutions quand on fait du… Non, pardon, on va construire justement pas point par point nos solutions, mais on va les construire série de Taylor par série de Taylor au voisinage de points. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que en fait, c'est assez robuste pour faire de la continuation par rapport aux méthodes de prédiction-correction où justement, là, on construit les courbes point par point. Alors, pour arriver à extraire des séries de
de Taylor facilement sur des équations qui sont compliquées, eh bien, on a une stratégie qui marche depuis longtemps, c'est de, à chaque fois, réécrire notre système dans un formalisme quadratique où les seuls opérateurs qui vont pouvoir apparaître, c'est le plus et puis le multiplier. Ici, là, on a une forme bilinéaire entre deux choses comme ça. Alors, moi, je continue à travailler sur ces techniques-là pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas plus cher d'aller chercher une série de Taylor que d'aller chercher un nouveau point sur la courbe. Et une série de Taylor, il y a énormément d'informations dedans. S'il y a des singularités dans le système, ça le dit. Si on sait extraire l'information de cette série continue, eh bien, c'est extrêmement profitable pour la continuation. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pour maintenant aller chercher des solutions périodiques, eh bien, on a réutilisé tout ce savoir-faire pour dire que finalement, faire des séries de Fourier à des ordres élevés, c'est un peu pareil que faire des séries de Taylor à des ordres élevés. Et on va adopter la même stratégie, hein, écrire le système sous une forme quadratique. Et une fois que c'est ça, eh bien, c'est assez facile ici d'aller trouver les solutions périodiques sans rentrer dans toutes ces complexités que je ne vais pas rappeler ici, là, et en ayant quand même une bonne convergence de la méthode. Alors, j'illustre ça sur un système très simple. Je vais prendre ici une équation d'un oscillateur linéaire avec inertie, amortissement, raideur, une raideur cubique comme ceci. Donc, la stratégie, c'est de réécrire ça sous un système du premier ordre. Alors, chacun sait qu'on va réécrire ça du premier ordre en introduisant ici la vitesse. Et puis, la non-linéarité cubique ici, on va la réécrire comme quadratique en utilisant une nouvelle variable, cette fois-ci W, qui va être U carré. Et puis, ce sera tout simplement le produit U fois W. Alors, ce système-là, il est équivalent au système de départ. Et comme il est quadratique ici, appliquer la méthode d'équilibrage harmonique, c'est-à-dire ici introduire des séries de Fourier ici dans ces fonctions U de t, V de t, et puis projeter les équations sur la base. Ça se fait extrêmement facilement. Et on obtient un système qui a exactement la même tête que le premier ici. Chacun sait qu'ici, quand on dérive une série de Fourier, ça fait apparaître un oméga. Les sinus deviennent des cosinus, les cosinus des sinus. Ça, c'est pris en compte par ce petit opérateur D. Les termes linéaires restent égaux à eux-mêmes. Et puis là, on a bêtement un produit de convolution. Là, j'ai repris la syntaxe MATLAB, d'ailleurs, pour dire convolution au même ordre de ces deux quantités-là en fonction des coefficients de Fourier, ici, de ces deux quantités-là. Donc ça, c'est très facile à faire. Ça se programme très facilement. Et une fois qu'on a ce système quadratique, eh bien, on le résout. On fait de la continuation par série de Taylor. Bon, j'en dis pas plus pour les méthodes numériques. Voilà notre stratégie. Alors, la question qui revient souvent, les gens nous disent oui, mais tout ça c'est bien gentil, mais là c'est un système simple et c'est facile à mettre sous forme quadratique. Comment on fait quand le système est compliqué? Alors, aujourd'hui, on ose dire que tous les systèmes réguliers peuvent se mettre sous une forme quadratique. Je vais essayer de donner un exemple ici. Je vais prendre une fonction f ici que je définis comme étant v plus une tangente hyperbolique v sur 1 plus v2. Alors, comment on met ça sous une forme quadratique? Alors, si on devait calculer le f ici, si on se donne une valeur de v puis qu'on veut calculer le f, comment on ferait? Eh bien, on irait étape par étape. On commencerait peut-être par déterminer le dénominateur ici en posant une nouvelle variable V1 qui vaut 1 plus V carré. On va faire une nouvelle variable V2 pour le numérateur ici, et puis on va dire V4, c'est la division de ces deux choses-là, et on va rajouter le résultat à F. Les ordinateurs font ça quand ils doivent évaluer ici des expressions. Donc ici, j'ai décomposé mon système en moyennant l'ajout de variables auxiliaires en une somme d'équations qui sont toutes quadratiques, ou presque. Celle-là, il suffit de multiplier par V1 pour qu'elle devienne quadratique. Et puis, il me reste ici quelques fonctions transcendantales. On va avoir des sinus, des cosinus possibles dans un système. Alors, pour ces équations-là, la règle est assez simple. Si on différencie cette équation-là, par exemple, ça va faire d de V2 égale 1 plus 1 moins tangente carré fois dv. Et 1 moins tangente carré, je vais introduire encore une nouvelle variable V3, c'est pour ça que je n'avais pas de V3 ici, que je vais définir comme étant 1 moins V2 ici, et remplacer ici cette équation-là par sa différentielle. Alors, ce petit système-là, là, ici, il est équivalent. Il est à la moitié de sa présentation. Hein? Pardon?
Oui, ce petit système-là, il est équivalent à mon équation de départ. Il est quadratique. Et donc, c'est facile ici de le représenter matriciellement par des tenseurs d'ordre 1, 2, 3 et de faire toutes les manipulations qu'on veut. Donc, c'est comme ça qu'ont été calculés les exemples que j'ai montrés tout à l'heure. Bon, peut-être je ne vais pas en dire beaucoup plus. Tout ça, on a développé des logiciels dans l'équipe. Je passe assez rapidement, simplement pour dire que la dernière version dans laquelle Arnaud a d'ailleurs introduit un certain nombre de développements, a été écrite par Louis Guyot. Elle permet d'appliquer ces méthodes de continuation pour aller chercher des solutions périodiques et en faire la continuation pour toute une famille de systèmes, hein, soit des ODE, des DAE ou même des équations à retard ou à dérivée fractionnaire, et pour aller déterminer les solutions statiques, périodiques, quasi-périodiques. Et puis l'analyse de stabilité a été faite par Arnaud et Olivier Thomas dans ce cadre-là, un papier qui est sorti l'an dernier. Donc voilà, ça c'était un transparent pour vous expliquer que pour le modèle de poutre en non linéaire géométrique, ça c'était la façon de le rendre quadratique pour pouvoir appliquer les méthodes, mais peut-être que je vais aller plus vite. Et puis je vous montre une dernière fois un mode non linéaire obtenu avec le logiciel ici. Donc là c'est bêtement une structure comme ceci. Alors à faible amplitude, eh bien on a une backbone qui démarre verticale comme ceci, et puis on va avoir un comportement mollissant parce qu'on voit ici que quand l'amplitude devient suffisante, ici on a un flambage localisé ici sur les pattes ici. Donc ça fait une diminution de la raideur de la structure et donc on a un comportement logiquement mollissant comme ceci. Bon là c'est des petites structures, on est à 250 degrés de liberté avec 8 harmoniques. On arrive finalement à des systèmes qui ont 8-9 000 inconnus principales, beaucoup d'inconnus auxiliaires, mais comme on les condense, ce n'est pas très grave. Donc ça, il faut moins de la minute sur un PC portable normal, quoi, pour calculer ce genre de choses. Voilà. Je pense que j'ai consommé tout mon temps et que je n'aurai pas le temps de faire les applications. Bon, c'est... Tu es à, oui, midi 25. Après, on t'a pas mal interrompu. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Il reste quand même 5 minutes, comme tu veux. Ouais. Moi, alors, je trouve que ça serait bien, enfin, si, quand même, si tu pouvais nous peut-être, en faisant peut-être un peu rapidement, mais... Alors, je vais balayer très rapidement. La première, ça peut aller assez vite. Ouais, je suis d'accord, vas-y. Ouais, le contexte, c'était les vibrations de tubes de générateurs de vapeur dans les centrales. Je ne décris pas le système. Vous avez ici, alors là, on s'est proposé de calculer le mode non linéaire d'une poutre encastrée avec un appui ici, et puis 2 contacteurs ici, unilatérales de chaque côté, puisque c'était la problématique de vibration de tubes avec vibro-impact. Le contact est modélisé par rien du tout, et puis deux ressorts non linéaires comme ceci. À petite amplitude, tant qu'on ne vient pas taper, eh bien, on a une fréquence qui est constante, qui est la fréquence de la poutre toute seule. À très grande amplitude, il se passe que finalement, les contacteurs sont presque toujours en contact. Et là, on retrouve le mode de la poutre qui est sur appui au niveau des contacteurs. Et entre les deux, eh bien, on va trouver un diagramme très compliqué avec tout un tas de possibilités de bifurcation vers 2 modes. Donc, Eladi Moussi a fait l'analyse dans sa thèse. C'est relativement complexe. Bon, on avait fait ça. Alors, le problème des tubes support ici, je vais aller assez vite. On prend ici un tube qui vibre, mais qui est retenu ici dans des lumières à ce niveau-là. Les gens à EDF avaient constaté que les dommages qui apparaissent au niveau des lumières ici ne sont pas en accord avec les vibrations attendues. Le premier mode de vibration de cette structure-là, c'est un mode de flexion à 4,8 Hz, et on s'attend à ce que dans ces zones-là, aux endroits où ça touche, il y ait des dommages. Et en fait, ils ont constaté que les dommages, ils n'étaient pas là, ils étaient plutôt sur le côté. Donc là, vous avez la famille des modes de ce brave tube en U.
Dessous, vous avez l'expérimentation. Alors, on voit légèrement le tube ici. Ça, c'est le tube discrétisé. Les deux excitateurs sont ici. Ça, ce sont les modes expérimentaux. Il y a une bonne correspondance entre les modes calculés et les modes expérimentaux, mais ça, c'est tout à fait normal. Et voici le calcul du mode non linéaire. Alors, on démarre ici à 4,8 Hz, qui est la fréquence ici du mode flexion hors plan. Lorsqu'on rentre en contact ici, il y a une augmentation assez rapide de la fréquence, c'est normal, comme j'avais dit tout à l'heure, et très vite, autour de 6 Hz, ici, il y a une bifurcation, et le mode part ici sur la droite, et cette fois-ci, on trouve dans le mouvement le 6e mode du tube, qui est un mode dans le plan, comme ceci, à une fréquence qui est à 47,5 Hz. Comme ceci. Voilà ce que donnait le calcul du mode non linéaire avec contact de cette structure-là. Alors, Mathieu Corus à EDF, en voyant ces résultats-là, a eu envie de continuer, de reprendre les expérimentations et puis de voir si ce qu'il trouvait en réalité. Et donc, la manip que je vous montre là a été faite justement dans le but de valider ou d'invalider cette analyse-là. Et donc, il a repris les manips, mis des excitations. Donc là, on voit ici les réponses de la structure. On a bien ici une excitation qui est à 5,6 Hz. Et pourtant, le mouvement, on le voit, il est sur le tube, il est à 44,8 Hz. Et c'est vraiment un mouvement qui correspond effectivement au mode 6, c'est-à-dire que là, il y a bien eu une résonance entre le premier mode et le 6e mode de la structure. Donc ça a été vérifié expérimentalement. Et c'était donc une raison de dire, eh bien, le calcul de mode et surtout le calcul de la bifurcation du mode a été utile là pour interpréter les résultats expérimentaux et expliquer pourquoi il y a eu ce changement de régime. Voilà. Je n'en dis pas plus. Il aurait fallu peut-être détailler un peu plus vite, mais c'est une façon d'essayer d'expliquer qu'il y a quand même un intérêt également à calculer les modes non linéaires, même si on n'a pas de superposition modale derrière. La suite, ça aurait été sur les instruments de musique, mais c'est trop compliqué. Je vais m'arrêter là et vous remercier à nouveau et m'excuser pour avoir dépassé le temps. Merci. Merci à toi, Bruno. C'était super, très pédagogique. J'ai appris j'entendais tout le temps parler de ces modes non linéaires et là, je trouve que vraiment, j'ai bien compris. Et merci à toi. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? On en a déjà eu pas mal. Ouais, moi j'en aurais une. Ouais. Merci Bruno, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, j'avais d'autres. J'ai cru comprendre tout à l'heure que tu disais que quand il y a des contacts, la méthode de la balance harmonique, c'était pas forcément la meilleure, c'était ça. Et après, tu nous as montré des applications où justement il y a du contact. Est-ce que tu as utilisé la méthode de la balance harmonique ou c'est autre chose? Alors, on a utilisé les balances harmoniques parce qu'on avait ça disponible. Par contre, on a amélioré, là le tube il est linéaire, il y a simplement un point de contact où c'est non linéaire. On fait des harmoniques différenciées, c'est-à-dire on va utiliser 5 ou 10 harmoniques pour le tube et on va en mettre 200 au niveau du contact. D'accord. Simple. Alors, on fait ça. Et même si le contact est vraiment très très raide, je reste quand même un peu dubitatif. Là, alors, on continue sur d'autres analyses avec le CEA là, pour des vibrations de tubes sous écoulement avec contact là encore. Et la thésarde est en train de regarder, de comparer balance harmonique avec des méthodes AFT. Parce que là maintenant, on a implémenté les méthodes AFT dans notre code MATLAB là, pour voir un petit peu si c'est pas plus malin de basculer quand même sur du temporel quand on a des conditions de contact. Mais j'ai quand même été surpris, moi, de la résistance de l'équilibrage harmonique sur des problèmes de contact, où a priori, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais d'essayer de fouiller quand c'est discontinu, c'est pas très malin. Et en temps de calcul, justement, c'est assez long ou non, ou ça reste assez rapide? Là, pour un petit modèle comme ça, c'est rapide. Pour les modèles de poutres, j'ai pas choisi de faire de démo là parce que c'est compliqué. Pour les modes non linéaires de poutre, pour un modèle
j'ai montré le modèle à 250 degrés de liberté et puis 8 harmoniques. Le tracé du diagramme, ça reste interactif, c'est-à-dire que quand on demande des pas de continuation, on les a en direct. Il ne faut pas attendre longtemps. Non, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Alors, je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais depuis qu'on a cette stratégie de tout écrire sous forme quadratique et d'utiliser des tenseurs sparses creux pour représenter nos systèmes d'équations. N'importe quel système d'équations, maintenant, pour moi, c'est 5 tenseurs creux. Et alors, MATLAB adore ça parce que la manipulation des tenseurs creux, c'est quelques lignes dans MATLAB. Et donc maintenant, on a de la performance, chose qu'on n'avait pas dans les anciennes versions. Donc maintenant, c'est rapide. D'accord, merci. Et si j'ai encore la parole, juste sur les applications musicales, c'est les travaux que tu as fait avec Christophe Vergès, c'est ça que tu allais présenter? Ouais. Alors, il y a les travaux sur la clarinette. Et puis là, on a démarré une collaboration avec Yamaha et Vincent Fréhour là, sur la trompette et les comparaisons de trompettes. Est-ce que les outils de continuation qu'on a fait là sont pertinents pour aller différencier des modèles de trompettes? Voilà. Mais ouais. Ok, merci Jean-Louis. Il y a d'autres questions? Juste pour ce qui semble légitime, sur les trompettes où tu as des forts niveaux, et c'est vrai que toutes les mesures étaient faites à des très faibles niveaux, les mesures d'impédance étaient faites qui n'étaient pas représentatives des niveaux de fonctionnement, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, oui. Ouais. Bruno, sur le système que Sébastien, oui, sur le système que tu montrais, celui-là, oui. Une fois qu'on sait pourquoi ça tape à cet endroit-là, etc., les gens n'essayent pas de faire du contrôle, c'est-à-dire de faire en sorte d'aller mettre une vibration ou une excitation à un autre endroit pour contrôler la dynamique du système et faire que ça tape plus, ou quelle est la stratégie après pour réparer le problème? Alors là, moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas si ça se fait. En tout cas, c'est une perspective qui serait intéressante. Parce qu'en fait, ce dont se sont aperçus des gens il y a une vingtaine d'années, c'était que quand tu avais un système comme ça, qui avait une réponse dynamique, entre guillemets, compliquée, c'était sur des systèmes chaotiques, mais les gens se sont aperçus que, ça vient de la sensibilité aux conditions initiales, les gens se sont aperçus que pour contrôler la dynamique compliquée du système, parfois il suffisait de mettre que des petites pichenettes, donc à intervalles temporels, donc un forçage périodique, mais l'amplitude du forçage n'avait pas besoin d'être énorme, il fallait que le forçage soit bien choisi, où est-ce qu'on allait taper sur le système et à quelle fréquence on allait taper sur le système. Et si on choisissait ça bien, on pouvait carrément stabiliser le système dans une réponse périodique différente qui normalement était instable, etc. Oui. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Moi je n'ai pas d'expérience de ça. J'ai entendu des gens dire qu'effectivement, le fait de mettre un peu de bruit dans le système, dans un système trop parfait, parfois, ça en facilite l'analyse. Et là, je suis d'accord avec ça. Mais toute petite perturbation, un amortissement… Je n'ai pas suivi. C'est quelque chose qui s'est appelé, c'est dans les années 95-2000, tous les gens avaient appelé ça contrôle du chaos. En fait, ce sont les mêmes concepts que ce que les gens, pour les satellites, utilisent pour aller placer un satellite au bon endroit. C'est des concepts de sensibilité aux conditions initiales des systèmes dynamiques. Mais, alors là, je sais. Moi, je ne sais pas si ça a continué, ces histoires de contrôle. Je ne sais pas si c'est fait. Là, je ne vois pas de sensibilité aux conditions initiales. Il y a une complexité. Je ne sais pas si elle est… Ouais. Mais bon, c'est intéressant. En fait, la réponse est que je ne sais pas s'il y a des gens qui cherchent à contrôler ça. Ça, d'accord. Ouais. Dans la même veine que Sébastien, par exemple, si on reprend des modes propres linéaires, il y a deux solutions sur des systèmes très simples que tu nous as montrés. Si on veut éviter les fréquences de résonance, on va soit changer la fréquence de fonctionnement en forcé, par exemple, soit changer le système, modifier la raideur, et comme ça, on change, on change la fréquence propre. Est-ce que dans les modes non linéaires que tu nous as montrés,
est-ce que c'est assez simple au premier ordre de dire, tiens, je vais modifier tel système pour faire que la backbone curve tourne à droite ou tu vois, est-ce que c'est facile d'avoir au moins un contrôle sur des backbone curve, par exemple, dans les petits systèmes que tu nous as montrés ou après éventuellement dans le truc avec Là, il y a une assez grande littérature pour dire en fonction des structures, si c'est une plaque rectangulaire, carrée, une coque, si ton système va être raidissant ou mollissant. Ça existe. Et après, des systèmes qui utilisent ça, il y a par exemple dans les MEMS, on a des poutres qui sont avec des comportements raidissants et elles sont excitées par des systèmes électromagnétiques qui vont, eux, au contraire, amener un comportement mollissant. Les gens se débrouillent pour que les deux s'annihilent, si tu veux, et pour que le système reste linéaire le plus longtemps possible. D'accord, des choses comme un peu du contrôle en un sens, enfin un petit peu déjà du. Oui, c'est ça, une espèce de contrôle, sachant qu'en non linéaire, il n'y a plus une fréquence de résonance, mais il y a une plage de fréquences de résonance, puisque la fréquence évolue avec. Mais à chaque valeur de fréquence, il n'y a qu'une seule amplitude possible. Donc ça change un petit peu le. Mais je ne sais pas en dire plus. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, l'autre question, c'est celle que je pose à chaque fois, c'est que MATLAB, c'est payant. Est-ce qu'il y aura la méthode MAN sur Jupyter ou Python Alors, à chaque fois, on me dit pourquoi MATLAB n'est pas écrit en Python. Donc, on va finir par prendre quelqu'un pour le faire. Parce que c'est pareil, Python et MATLAB. Hein. Enfin, ça a l'air la même chose, quoi. Je sais, mais moi, je sais que j'ai pas eu envie de galérer à. Oui. Je connais pas Python et j'arrive à un âge où. Oui, bien sûr. Langage, je ne sais pas si c'est raisonnable. Mais par contre, il y a des jeunes qui peuvent faire ça. Ce que je fais actuellement, et là, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, c'est essayer de vraiment réfléchir à c'est quoi ce dont on a besoin pour écrire au mieux et facilement cette méthode-là. Oui. Pour faire en sorte que ce soit 50 lignes de code. Et là, à ce moment-là, ce sera facile de les écrire en Python. Après, on demande à Ballard de le faire. Il est jeune, il n'y a pas de problème. Oui. Le numérique, c'est sa passion en plus. Ouais, en plus. Et effectivement, c'est une question qui revient souvent. Hein, qu'il faut... Le problème, c'est que tu peux pas. En fait, si tu veux en faire un sujet de thèse, il faut pas recruter un mécanicien. Il faut recruter quelqu'un qui a fait Matinfo en études. Ça peut être un sujet de thèse encore. Je sais pas s'il y a beaucoup de recherches. Je sais pas trop. Ouais, moi je verrais plutôt un développeur. Ouais. Un développeur. Là, MATLAB, c'est un logiciel de recherche. Il n'y a guère que des chercheurs qui arrivent à s'en servir quand même, quoi, parce que il y a le doc et puis c'est pas des développeurs. Il faudrait profiter du passage en Python pour le développement, écrire une doc et peut-être trouver quelqu'un qui aurait le goût pour faire ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci encore, Bruno. Merci encore. C'était super. Ouais. Merci, Bruno. Désolé d'avoir débordé, mais voilà. Non. C'est à cause de nous. Hein. Finalement, on a réussi à faire ce séminaire. Et je pense qu'à distance, c'est encore plus. Je vais encore moins vite que en salle. Enfin, on t'a pas mal arrêté quand même. Oui. Ok. Je vous souhaite un bon appétit. Ouais, toi aussi. Merci. Merci encore, Bruno. Merci. Au plaisir. Est-ce que j'ai enregistré je vais arrêter.